Merci beaucoup. Depuis ces dernières années, le e-commerce n'a cessé de grandir et de se transformer. En 2014, le virage du e-commerce s'amorce chez L'Oréal. À l'époque, le e-commerce ne représente que 2% du chiffre d'affaires total du groupe. Et pourtant, déjà à l'époque, notre Chief Digital Officer, Lubomira Rochet, est recruté et placé directement symboliquement au conseil exécutif du groupe. Depuis 2014, les sites internet e-commerce se sont démultipliés. Les modèles économiques se sont diversifiés et la frontière entre le monde réel, le offline, et le monde digital, le online, se sont floutées. Le résultat, c'est qu'en 2019, le e-commerce représente 15% du chiffre d'affaires de L'Oréal. Et quand la crise du Covid arrive, le groupe L'Oréal est prêt à faire face, les infrastructures sont en place, les équipes et les ressources humaines sont organisées et formées aux spécificités du e-commerce. Et cette avance, elle permet au groupe L'Oréal tout simplement de traverser cette crise du Covid relativement sans dommages, mais surtout de gagner même des parts de marché. Aujourd'hui, tout le monde se demande comment bénéficier de cette tendance du e-commerce, comment surfer sur cette vague, comment maximiser son potentiel. Chez L'Oréal, nous sommes convaincus que le e-commerce représentera 50% du chiffre total du groupe dans les prochaines années. Pour continuer à accélérer, il est clé de comprendre les tendances, les décrypter, être capable de prioriser et de choisir les batailles clés qui feront notre croissance de demain. Aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir vous présenter ces tendances dans lesquelles je crois et qui feront le e-commerce de demain. La première tendance, c'est que le Covid a accru les inégalités, comme toutes les crises. Il y a les grands gagnants et les grands perdants. Les grands perdants, ce sont ceux qui n'avaient pas prévu ce virage du e-commerce, quand les grands gagnants sont ceux qui l'avaient prévu, mais également les plateformes elles-mêmes. Et ici, les grands gagnants, ce sont Amazon d'un côté et Tmall de l'autre. Tmall, pour information, a quand même doublé son chiffre d'affaires entre 2019 et 2020, ce qui sera arrivé à peu d'acteurs. Et je suis persuadée que ce fossé, il va s'accroître encore plus. Donc c'est vraiment essentiel pour les marques de comprendre comment jouer sur ces plateformes et comment maximiser leur potentiel. Je vous propose qu'on se concentre sur Amazon, puisque Tmall est très spécifique à la Chine. Pour Amazon, la question n'est plus vraiment « faut-il se positionner sur ces plateformes ?» Puisque tout simplement, vos produits y sont déjà, ils sont vendus par vos distributeurs certainement directement à Amazon ou via leur marketplace, et vos consommateurs, vos clients, ils sont déjà sur la plateforme en train de chercher vos produits. La question, c'est plutôt comment vous positionnez sur cette plateforme et en tirer avantage. Parce qu'une plateforme comme Amazon, elle peut définir une énorme croissance pour vous dans les prochaines années. En revanche, Amazon, c'est un jeu compliqué. C'est très différent de ce à quoi les marques étaient habituées. C'est plus un canal de distribution classique. C'est une question non pas de commercial, mais d'algorithmique. Comprendre les mots-clés que cherchent les clients pour pouvoir définir les bonnes stratégies de contenu, les bonnes stratégies de référencement, les bonnes stratégies de médias, de data, avoir une supply chain adaptée aux contraintes logistiques d'un Amazon. Donc ce sont vraiment des sujets spécifiques et ça demande une expertise spécifique. Pour cela, il est essentiel d'avoir des équipes qui soient formées et qui soient expertes. Donc, il est essentiel de créer des groupes de travail. C'est ce qu'on a fait chez L'Oréal. Pour Amazon, on a des groupes de travail dédiés uniquement, exclusivement à Amazon. Et pour Tmall, on a fait pareil. On est même allé un cran plus loin. C'est que nous avons acheté en 2014 une agence digitale spécialisée sur le contenu Tmall qu'on a internalisé. Donc, on a internalisé le savoir-faire, ce qui explique, je pense, en grande partie le succès de L'Oréal en Chine. Donc il est essentiel pour vous de prendre ce virage Amazon et de structurer vos équipes pour pouvoir répondre à ce défi. En revanche, il ne faut pas tout miser sur ces plateformes. Tout simplement puisque vous ne serez jamais amis avec ces plateformes, vous ne pourrez jamais négocier avec eux. Il faut donc diversifier votre risque, en particulier en identifiant les plateformes qui deviendront les Amazon et les Tmall de demain. Dans le domaine de la beauté, on voit des joueurs internationaux qui émergent. C'est le cas de The Hut Group mondialement, en Amérique latine de Mercado Libre, en Asie du Sud-Est de Shopee. Il y a de nombreuses plateformes qui émergent. Il est clé de les identifier pour pouvoir les préempter et apprendre à travailler avec eux. La deuxième tendance, c'est le D2C, c'est-à-dire avoir des sites marchands afin de diversifier votre risque d'un côté, mais également de créer des relations directes avec vos consommateurs. L'avantage du direct-to-consumer, c'est de comprendre mieux, tout simplement, qui sont vos clients, ce qu'ils cherchent, leur offrir une expérience exclusive, hors du commun, avec des éditions limitées, avec des services et du contenu exclusif,
Et puis surtout, de faire de l'acquisition de data et de converser directement avec eux. Vous cassez les intermédiaires. Donc c'est évidemment inspiré de la tendance de ces dernières années qui a vu émerger des Digital Native Vertical Brands, ce qu'on appelle les DNVB. Et cet engagement que vous allez créer avec vos consommateurs, il est clé. Il est clé pour mieux les comprendre, pour mieux leur répondre, mais également pour les satisfaire tout simplement. Sur nos sites Direct to Consumer aujourd'hui chez L'Oréal, on multiplie les interactions et les types d'interactions avec nos consommateurs. On a des outils de diagnostic qui nous permettent de leur conseiller la meilleure routine pour leur peau en fonction d'un diagnostic réalisé par de l'intelligence artificielle. On a des chatbots qui permettent de converser directement avec des conseillères beauté. Et on est même allé un cran plus loin pendant la crise du Covid, c'était de proposer des téléconsultations pour nos clients directement sur nos sites internet. Troisième tendance, c'est le social commerce. Le social commerce, c'est l'émergence de nouveaux vendeurs qui sont apparus sur les réseaux sociaux, qui sont apparus via des live streams, comme vous pouvez le voir sur cette image. Ces nouveaux vendeurs, ce sont des clients, ce sont des influenceurs, ce sont des conseillères beauté, ce sont des professionnels de santé. Ce sont des gens qui aiment tellement votre marque qu'ils ont envie de vendre le produit et d'en parler autour d'eux. Ce qui est magique avec le social commerce, c'est que c'est une forme de e-commerce qui permet de réhumaniser le digital. On a longtemps dit que le digital avait pour grand défaut de déshumaniser la relation, le relationnel, qu'on a déjà beaucoup perdu cette année. Le social commerce, ça vous permet de réhumaniser cet écosystème en créant un lien direct entre vous, en tant que marque, et ces vendeurs, mais également entre ces vendeurs et vos consommateurs. En revanche, ça demande une chose, ça demande d'accepter que vous ne maîtrisez pas tout. Dans le e-commerce, vous êtes habitué à maîtriser et à contrôler votre image. D'un coup, vous devez lâcher prise et accepter que quelqu'un d'autre représente votre image. Et là, l'enjeu, ça va être d'outiller ces nouveaux vendeurs pour être certain qu'ils puissent parler de vous, être éduqués sur vos produits, être éduqués sur vos marques, sur vos ingrédients pour pouvoir mieux les vendre et en parler le mieux possible tout simplement sur les réseaux sociaux et via les live streams. Chez L'Oréal, nous croyons tellement dans le social commerce que nous avons même investi il y a quelques semaines dans une société qui s'appelle Replica Software, une solution technologique qui permet d'outiller et de communiquer à grande échelle avec ce nouvel écosystème de vendeurs sur les réseaux sociaux. De ces trois tendances, les grands gagnants, Amazon et Tmall, le D2C et le social commerce, j'aimerais souligner 3 points d'attention qui me semblent essentiels. Le premier, c'est qu'on entend encore trop souvent une opposition entre le offline et le online. Et les deux, on ne peut plus les dissocier. Le consommateur, il passe de l'un à l'autre. Il cherche offline, il se renseigne online et il achète là où bon lui semble, là où le prix est le plus intéressant, là où ça l'arrange le plus, ou tout simplement parce que son humeur du matin le fait aller sur Internet ou au contraire en magasin. Deuxième point d'intention, c'est que le e-commerce, c'est un catalyseur à problème. C'est un révélateur de toutes vos dissensions, en particulier quand il s'agit des politiques tarifaires et promotionnelles. Que ce soit à l'échelle mondiale, puisque de plus en plus de sites e-commerce sont internationaux, il est essentiel d'aligner vos prix. Sinon, vos e-commerçants iront se sourcer dans les pays où vous vendez le moins cher pour revendre dans les pays où vous vendez le plus cher, créant donc un déséquilibre. Et cette tendance internationale, elle se réalise également dans le pays, puisque certains e-commerçants comme Amazon font ce qu'on appelle du price matching. Donc, ils vont aller s'aligner sur le prix le plus bas du marché. Et ça peut créer des cercles vicieux infernaux si vous n'avez pas des politiques promotionnelles alignées au sein d'un même pays. Troisième tendance, troisième point d'attention, c'est que ça invite à réfléchir à vos modèles RH, à vos structures, à vos organisations. Avez-vous les bonnes équipes d'experts en place ? Est-ce que vous avez de l'expert data, de l'expert média, de l'expert algorithmique ? Est-ce que toutes vos équipes ont été formées aux enjeux du e-commerce ? Et ici, il y a 2 points d'attention clés, c'est d'avoir les experts, puisque encore une fois, le digital et le e-commerce, c'est devenu une vraie expertise technique. Et en même temps, est-ce que tout le monde dans l'organisation est suffisamment formé aux enjeux du digital pour le prendre en compte dès le début, dès le lancement produit et donc, il faut vraiment casser les silos pour être sûr qu'on puisse transformer l'organisation et lui faire prendre le virage du digital. Si j'ai un dernier conseil, intéressez-vous de près à ce qui se passe en Asie. Ce qui se passe aujourd'hui en Chine, en particulier, c'est ce qui se passera certainement dans 18 mois aux États-Unis,
peut-être dans 2-3 ans en Europe et en France. On a vu ça avec l'émergence très rapide de TikTok. Ça se passera de la même manière pour les plateformes e-commerce. Le social commerce, par exemple, en Chine, c'est 12% du chiffre d'affaires aujourd'hui. C'est 40% en Thaïlande. Et je pense qu'on n'en est qu'au début de cette révolution du e-commerce et qu'on aura certainement des modèles très différents de ceux que nous connaissons actuellement en France et en Europe dans une décennie. Merci beaucoup et à très bientôt.